Mes chers amis, mes chers amis, mes chers amis, mes chers amis. Attendez que j'ai dit un mot. Je vais vous parler très franchement. S'il y a bien un point où je n'ai pas changé, ça s'est même plutôt aggravé. Quand je ne dis pas exactement ce que je pense, ça se voit. Avant de répondre à vos questions, je voudrais vous dire très franchement mon avis sur la situation. Pendant 2 ans et demi où j'étais à la retraite, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder ce que vous faisiez, ce que disaient les uns et les autres, ce qui se passait. Et moi-même, je me disais, tiens, si j'étais là, je n'aurais pas dit ça. Ou j'aurais fait comme ça. Ce n'est pas de ma faute, j'ai la France en moi. C'est ma vie. Il faut bien croire que j'aime ça. J'aime notre famille. J'aime l'engagement. Et j'aime le combat. Pendant 2 ans et demi, je me suis senti humilié pour vous du spectacle que nous donnions. Il y a un moment donné, il faut dire la vérité, regarder les choses telles qu'elles sont et non pas telles que nous aurions aimé qu'elles soient. Il n'y a pas de responsable, mais il y a une situation que nous avons vécue que nous ne voulons pas reconnaître. Que les choses soient claires entre nous. Je n'ai pas d'adversaire dans ma famille politique et je n'en aurai pas quoi qu'il arrive. Parce que je n'en ai pas le droit. Vous m'entendez? Je n'en ai pas le droit. Ce que nous avons connu entre François Fillon et Jean-François Copé, je ne vous le ferai revivre avec personne. Parce que quels que soient les sentiments des uns et des autres, quelle que soit la légitimité des oppositions et des arguments, au résultat, quand on se bat entre nous, on a tort. Au résultat, quand on se divise, on fait le marchepied pour la gauche. Au résultat, quand la France souffre, nous n'avons pas le droit de nous opposer dans des guerres d'égos subalternes, ridicules et qui ne sont pas à la hauteur des événements. Que les choses soient claires, là encore. Le temps d'aujourd'hui, mes chers amis, c'est le temps du collectif. C'est le temps de la famille rassemblée. Ce n'est pas le temps des ambitions personnelles à ma connaissance. Il n'y a pas d'élection présidentielle en 2014, il n'y en a pas en 2015, il n'y en a pas en 2016. Je demande à tous les responsables du mouvement, à tous les talents du mouvement, de se préoccuper davantage de la famille, moins d'eux, pour qu'ensemble, nous construisions un destin collectif. Et c'est d'autant plus facile que nous aurons tous besoin les uns des autres. Qui peut prétendre redresser la France seul? Qui peut prétendre gagner la France seul? Qui peut prétendre construire la plus grande formation politique qu'on ait jamais connue dans notre pays seul? J'aurais besoin d'Alain Juppé, de François Fillon, de Bruno Le Maire, de Xavier Bertrand, de tous et de toutes. Mes chers amis, pendant qu'on se divisait, pendant qu'on s'envoyait des mots terribles à la figure, on ne travaillait plus. Parce que quand on se divise, Bruno, on ne travaille plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si on n'est pas capable de poser le diagnostic, on n'est pas capable de trouver le remède. Les Français nous en ont voulu. Moi, je vous rendrai compte de ce que j'ai fait ou pas fait avec vos questions. Mais je veux que vous compreniez que les Français ne nous demandent pas d'avoir réponse à tout. Les Français ne nous demandent pas de nous aligner sur les populistes les plus extrémistes. Mais le Français ne supporte plus que nous n'acceptions pas de poser les questions telles qu'il se les pose. C'est plus qu'une question de courage, Bruno. C'est une question de lucidité. Qui ne voit le décalage croissant entre la pensée unique médiatique et la pensée des Français sur le terrain?
qui ne voit le décalage fascinant entre ce qu'on entend à longueur de radio et de télévision et de ce qu'on entend lorsqu'on va au contact du pays réel sur le terrain. Non seulement ça n'a plus rien à voir, mais ça va s'aggrageant chaque jour davantage. Vous voulez que je prenne des exemples? Heureusement que vous répondez oui, parce que sinon... Marc, j'aurais été un peu gêné pour continuer, Jean-Charles. Et c'est tout l'enjeu qu'il y aura entre nous. Je veux une famille politique qui apprenne à débattre et qui n'ait pas peur du vote des militants et de la réaction des adhérents. Moi, je ne veux pas être à la tête d'une armée, d'une secte. Ce n'est pas une caserne, ce n'est même pas une église. La formation politique que je veux présider, c'est une formation politique composée de femmes et d'hommes libres, libres dans leur tête, libres de leurs paroles, qui applaudissent quand ils sont contents et qui manifestent quand ils le sont moins. On est en 2014. Dans vos familles, dans le dialogue avec vos enfants, vous ne dialoguez pas comme vos grands-parents dialoguaient avec leurs beaux-parents et vos parents avec vous. Si on n'est pas d'accord pour une famille politique ou lorsqu'on n'est pas content, on le dit, alors c'est qu'on n'a pas compris ce qu'était une famille politique au XXIe siècle, d'hommes et de femmes libres. Mes chers amis, si je devais, moi, ne plus serrer la main avec toute personne qui m'ait critiqué, honnêtement, j'aurais pas de tendinite, hein? Si je devais exclure toute personne qui n'est pas d'accord avec moi, qui ne l'a pas été dans le passé, dans le présent ou pour l'avenir, avec qui je le ferais? Je veux une formation politique large. Je veux un parti politique où l'ouvrier se dit qu'il peut rencontrer le patron, où le citadin dit qu'il peut rencontrer le rural, où le super diplômé dit qu'il peut rencontrer celui qui n'a pas de diplôme. Je veux rassembler non pas la droite, je veux rassembler la France. Je veux que tous ceux qui viennent aient en commun le patrimoine républicain qui est le nôtre. J'ai vu qu'on m'avait reproché d'aller dans une fameuse réunion un samedi. Dites-moi, mes réunions le samedi, elles font parler, hein? Et tant mieux si on en parle. Ça prouve qu'il y a de la vie dans notre famille politique. Mais si moi je ne vais pas parler à ceux qui nous ont quittés, à ceux qui ont été déçus, pour leur dire « revenez », on a compris le message, revenez, qui ira les chercher? À quoi ça sert de verser des larmes de crocodile quand on voit le score du Front National si on n'est pas capable d'aller confronter avec des femmes et des hommes qui nous ont quittés, qui ont été déçus? On va leur reprocher leur déception? Non, il faut l'apaiser. On va leur reprocher leur peur? Non, il faut les rassurer. On va leur reprocher quoi? Parce qu'ils ne seraient pas assez intelligents pour nous? J'irai au contact de tous les Français qui nous ont quittés ou qui veulent nous rejoindre, parce que le devoir de la politique, c'est de convaincre et de ne pas avoir peur du débat. Et permettez-moi de vous dire, et je te le dis, Jean-Charles, toi qui es un député militant depuis tant d'années, je veux être l'élu de nos adhérents. Je ne veux pas être l'élu du milieu politique, je ne veux pas être l'élu du milieu médiatique, je veux être l'élu des femmes et des hommes qui partagent nos valeurs et qui ont envie qu'on redresse la tête pour redresser la France après avoir redressé notre famille politique. C'est mon ambition. Je disais, sur un certain nombre de sujets, il faut qu'on puisse dire que le problème de l'immigration est un sujet considérable et que la situation est devenue hors de tout contrôle, sans qu'immédiatement nous soit fait le procès en manque d'humanisme. Ceux qui manquent d'humanité, c'est ceux qui ne voient pas qu'on court à la catastrophe. Ceux qui ne sont pas des républicains, c'est ceux qui, refusant le débat, ne voient pas la colère sourde monter. Je vous poserai la question, il faudra bien qu'on en débatte. Est-ce qu'on peut continuer à accueillir autant de monde alors que la machine à intégration est complètement paralysée parce que nous n'avons plus de logement, parce que nous n'avons plus de travail et parce que nous n'avons plus d'argent dans nos caisses pour payer des allocations sociales que nous ne pouvons pas distribuer dans ces conditions-là? Est-ce que poser la question est un acte anti-républicain ou au contraire, n'est-ce pas la quintessence de la République que de poser les vraies questions? Si nous continuons à accueillir alors que nous ne savons plus intégrer,
Est-ce que nous ne devons pas à un moment donné nous demander si la République ne doit pas mettre toutes ses forces dans l'intégration avant d'accueillir de nouvelles vagues migratoires que nous n'avons plus les moyens d'accueillir? Je vous proposerai un débat, à mes yeux passionnant, et nous ne sommes pas tous d'accord, eh bien on tranchera, vous trancherez, et vous votez. Quand j'entends parler de l'intégration à la française, je me dis, mais est-ce qu'ils se rendent compte que c'est l'échec le plus retentissant qu'on n'a jamais vu depuis 30 ans? Est-ce qu'il n'est pas venu le temps de parler d'assimilation à la française? Est-ce que ce ne fut pas une erreur que de dire à des étrangers qu'ils pouvaient devenir français sans parler notre langue, sans aimer notre culture et sans adopter notre mode de vie? Comment devenir français? La question se pose. Poser la question, ce n'est exclure personne. C'est simplement réfléchir. Naturellement que des problèmes se posent. Je veux qu'on puisse parler de la réduction du nombre de fonctionnaires sans exclure les fonctionnaires de notre formation politique. Il y a une immense majorité de fonctionnaires qui font parfaitement leur travail. Mais la question du poids des dépenses publiques dans notre budget, du nombre de fonctionnaires est clairement posée. Ça ne veut pas dire qu'on veut les désigner à la vindicte. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas quelque chose à leur proposer. La question de nos compatriotes musulmans, dont l'immense majorité font l'honneur de la France, et dont nous devons refuser toute espèce d'amalgame. Mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas aussi qu'on discute de la question de qu'est-ce que l'islam est prêt à faire pour la République, et pas simplement qu'est-ce que la République est prêt à faire pour l'islam en France? Poser cette question, y réfléchir. Je veux qu'on puisse parler de la famille, défendre la famille, sans immédiatement être accusé de sentiment contre tel ou tel autre. Je veux qu'on puisse parler librement. Je veux que toute minorité se sente respectée. Je ne pose qu'une seule limite, c'est que la défense des minorités ne doit pas conduire à désigner à la vindicte la majorité, qui a le droit aussi d'être respectée. Dans le projet que nous aurons à mener ensemble, Monsieur le Président du groupe UMP au Sénat, avant le projet, je veux qu'on se mette d'accord sur les valeurs. Parce que quand j'entends certains de mes amis dire « Ah ben dans les entreprises, il faut que l'échelle des salaires ne dépasse pas 1,5 », moi je ne suis pas d'accord. Parce que je pense que l'égalité républicaine, c'est que celui qui travaille plus gagne plus. Quand j'entends qu'on dit que dans les classes de nos enfants, il faut que le professeur consacre exactement le même temps aux 30 enfants de sa classe, je ne suis pas d'accord. Car pour moi, l'égalité républicaine, c'est que le professeur dans sa classe consacre plus de temps à celui qui n'arrive pas à suivre et laisse tranquille celui qui suit de toute manière facilement parce que ses parents sont enseignants ou parce que ses parents ont les moyens de lui payer des petits cours, rentrer à la maison. C'est ça, l'égalité républicaine. Donner plus à celui qui a moins. Je veux qu'on parle de la propriété. Parce qu'il faut que je vous dise quelque chose. Pour moi, la propriété, ce n'est pas du vol. La République, c'est que le fils d'un locataire puisse devenir propriétaire et laisser en franchise d'impôt le fruit d'une vie de travail à ses enfants, parce que le but de la vie, c'est que ses enfants puissent commencer de plus haut que soi-même. On a commencé. J'ai pas fini. Naturellement que celui qui gagne davantage doit payer plus d'impôts. Mais je n'accepte pas cette mode qui consiste à insulter ceux qui payent des impôts, parce que c'est qu'il y a des Français qui payent des impôts qu'on peut financer des allocations sociales. Voilà la vérité. Tous les débats, je suis prêt à les avoir, les 35 heures, les 39 heures, ce que vous voulez. Mais je veux dire que le problème de la France n'est pas d'accabler ceux qui travaillent, mais de se poser la question pourquoi 5 millions de nos compatriotes ne travaillent pas. Voilà le cœur de la politique économique et sociale que nous devons mener. Je n'expliquerai pas, Jean-Charles, qu'il y a une crise parce qu'il y a des gens qui gagnent 1 200 € par mois. Je n'expliquerai pas, moi, qu'il faut travailler 39 heures, payer 35, parce que dans les valeurs qui sont les miennes, il y a le mérite. Je n'expliquerai pas qu'il faut supprimer à l'école les classements et les notes,
Parce que si on supprime les classements et les notes, on supprime la reconnaissance du travail de celui qui travaille, et s'il n'y a plus de récompense, pourquoi y aurait-il du travail? Tous ces sujets-là et tant d'autres, il faudra qu'on les mette sur la table. Quand je vois certains de mes amis qui disent qu'ils sont d'accord avec la mise sous condition de ressources des allocations familiales, je veux dire que je mènerai un combat très profond pour expliquer que la politique familiale n'est pas une politique de redistribution des revenus, que la politique familiale est une politique qui doit être mise en œuvre pour que celui qui a 2 enfants puisse en avoir un 3e sans diminuer son train de vie. Pour la redistribution des revenus, il y a la CSG et il y a l'IRPP, qu'on ne touche pas à la politique familiale dans notre pays. Enfin, mes chers amis, je terminerai par là avant de répondre à vos questions. Je crois, comme mes amis qui ont parlé avant moi, que la situation de la France est beaucoup plus grave qu'on ne l'imagine, que malheureusement nous ne sommes pas au début de la crise, que nous ne sommes pas au top de la crise, au sommet de la crise, mais plutôt à son début, que nous suivons une politique économique qui est l'exact contraire de ce qu'il conviendrait de faire et de ce que font les autres dans le monde. La famille politique qui est la nôtre doit se mettre en ordre de marche, doit s'organiser, doit se rassembler le plus tôt qu'il est possible. Parce que je ne peux pas accepter l'idée que la 5e puissance du monde ne soit condamnée à choisir comme alternance qu'entre le ridicule actuel et l'humiliation que serait demain l'arrivée au pouvoir de Madame Le Pen. En France, la France de Victor Hugo, de Maupassant, de Flaubert, la France qui a donné tant à la culture du monde, nous serions condamnés à cela? Le spectacle désespérant d'aujourd'hui? Ou Madame Le Pen? Je sais parfaitement, y compris dans cette salle, qu'un certain nombre d'entre vous ont voté ou ont eu la tentation de voter pour eux. Qu'ils écoutent ce que j'ai à leur dire. Je ne fais pas de leçon de morale. Je peux comprendre l'exaspération, la déception. Mais permettez-moi de vous dire une chose. Quand le 6 mai 2012, M. François Hollande a eu besoin d'un soutien, il l'a trouvé avec Mme Le Pen, qui lui a fait la courte échelle pour gagner la France. Mme Le Pen est complice de la situation que nous connaissons aujourd'hui. J'ajoute qu'on arrête de parler de l'extrême droite, alors qu'elle ne regarde que le programme de l'extrême gauche. Quand on propose de doubler le SMIC et de revenir à la retraite à 60 ans, c'est qu'on est d'extrême gauche. Je veux donc que tous nos électeurs, que tous ceux qui nous ont quittés et qui reviendront, comprennent cela. On ne marque pas un but contre son propre pays, y compris lorsqu'on est énervé, y compris lorsqu'on est déçu. Il faut que les choses soient claires entre nous. Ceux qui ont fait la courte échelle à François Hollande ont la responsabilité de la situation d'aujourd'hui. Naturellement que je veux l'alliance la plus large possible pour l'opposition d'aujourd'hui. Naturellement, sur cette terre de l'Ouest, je veux le dire, je suis pour une alliance entre la droite et le centre, mais avec un centre qui serait avec nous matin, midi et soir. Parce que, mes chers amis, vous avez donc compris. Parce que c'est un peu facile de se faire élire maire de sa ville en rassemblant sur son nom une partie de l'électorat de droite exaspéré et le soir de faire élire François Hollande et 2 ans et demi après ne pas exprimer le regret pour son erreur. Voilà une alliance dont nous ne voulons pas. Et naturellement, et je terminerai par là, les primaires. Il faut que je vous raconte une petite anecdote. En 1975, plus exactement en 1974, je m'en souviens encore. Je me souviens des noms des 3 militants qui m'ont conduit dans la voiture qui m'amenait à mon premier meeting. 1974, Georges Borneau, Renaud Chauveau de Beauchesne, Georges Ripetsky, 404 Blanche. Je m'en souviens comme si c'était d'hier. J'étais à la place arrière droite. J'avais caché à ma famille que j'allais à une réunion politique. C'était Chaban et c'était Boulogne.
j'étais à la toute dernière place au fond. Et ce jour-là, je me suis dit, j'ai jamais osé le dire à personne. Un jour, je serai à la toute première place. Heureusement qu'à l'époque, je ne l'avais pas dit. Rien ne m'a été épargné dans cette longue route. J'ai connu toutes les épreuves, toutes les joies, tous les honneurs, tous les chagrins. Il n'y a pas un centimètre de ma peau qui n'a pas de cicatrice. Mais si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Parce que c'est la passion de ma vie. Alors, la concurrence, la compétition, le débat, je l'ai en moi. Vous choisirez, le moment venu, celui ou celle qui aura l'honneur de nous conduire à la présidentielle. Mais vous le choisirez. On fera choisir par celles et ceux qui partagent nos valeurs, qui croient dans nos idées et qui ont la même idée de la France. Ce n'est pas les médias, ce n'est pas les journalistes, ce n'est pas les adversaires, c'est vous. Et c'est cela, la formation politique que je veux construire. Merci de votre présence. Merci de votre soutien. Merci de votre confiance. Et maintenant, merci de vos questions. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, prenez les micros. C'est réciproque. Bien. Merci. Monsieur le Président, cher Nicolas, ma question porte sur la compétitivité en matière d'économie pour nos petites entreprises. Je suis en redressement judiciaire. Malheureusement, j'ai dû licencier le tiers de mon personnel. Ça m'a vraiment fendu le cœur, alors que nous représentons une pépinière. Ici, nous sommes dans la vallée de l'horticulture, des traditions, je dirais, pluricentenaires. Et malheureusement, on arrive au bout de nos possibilités, je dirais, économiques. Cette compétitivité, c'est une conséquence directe des 35 heures qui ont été, je dirais, instituées par la gauche, généralisées, puis gérées par la droite, très malheureusement. On a une très grande part de responsabilité dans la gestion des 35 heures. En termes de coût du travail, je ne dis pas de liberté de travailler plus ou moins 35 heures, mais de coût du travail. Jean-Charles, tu l'as évoqué tout à l'heure, tu étais, ou tu es encore de cœur, comme moi, horticulteur. On subit pleinement cette notion de compétitivité. 2000, le coût du travail en France était 10% moins cher qu'en Allemagne. 2010, il a été 10% plus cher. Nous avons eu aussi une responsabilité, Nicolas, puisqu'on peut porter un certain nombre de critiques. Je n'hésite pas à le faire parce que c'est au sein de cette famille qu'on va résoudre cette problématique. Merci. D'abord, si je ne voulais pas répondre à ces questions, je ne ferai pas quelque chose qui n'est pas très simple. C'est de débattre avec des milliers de personnes. Donc vous avez raison de poser la question, mais je vais répondre avec la même franchise. D'abord, permettez-moi de vous dire que quand on me dit qu'on n'a pas touché aux 35 heures, ce n'est pas exact. Parce qu'avec les heures supplémentaires, qui ont été un triomphe, qui nous ont réconciliés avec les travailleurs pauvres, 9 millions de Français touchaient des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires on ne payait pas d'impôts et pas de cotisations, et n'étaient pas plafonnées. Donc, les 35 heures, avec moi, président de la République, n'avaient comme seule limite que de définir le moment où on passait de l'heure supplémentaire à l'heure normale, ou de l'heure normale à l'heure supplémentaire. C'est la première fois, vous m'entendez, depuis 35 ans que je fais de la politique, qu'alors que j'ai été battu à la dernière présidentielle, dès le lendemain, les gens me disaient « c'est scandaleux » qu'on ait abandonné le paiement des heures supplémentaires et la défiscalisation des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires, je vais mettre de côté aucun sujet, mais comprenez-moi bien, ces heures supplémentaires avaient l'avantage de donner un peu de pouvoir d'achat à des gens qui gagnent 1 200 € par mois et qui allaient voir leur patron dans leurs entreprises en disant à la fin du mois, il n'y a plus rien pour faire bouillir la marmite, et pour les enfants, on est à 3 jours de la fin du mois, donnez-moi une avance. Notre politique à nous, c'est quand même pas de dire qu'il y a la crise et que la compétitivité ne marche pas parce qu'il y a des gens qui gagnent 1 200 € par mois. Vous êtes quand même pas, enfin pardon de le dire, vous êtes quand même des gens qui réfléchissez.
La raison de la crise ne vient pas de là. Et les heures supplémentaires permettaient de donner du pouvoir d'achat, de soutenir la demande et apporter aux entreprises, y compris horticoles, la souplesse dont elles avaient besoin. Si j'avais un regret sur les 35 heures, c'est plutôt sur les RTT. Car la vérité, c'est qu'aujourd'hui, dans nos villes, les encombrements ont lieu le jeudi soir et non plus le vendredi soir. Parce qu'avec les RTT, il y a tout le problème des cadres dans nos entreprises qui ont été démobilisés et qui prennent jusqu'au bout leur RTT. Donc s'il y avait une réforme à faire en matière de 35 heures, c'est sans doute celle-ci. Mais je le dis comme je le pense, les valeurs qui sont les miennes, ce n'est pas de dire aux gens « vous travaillerez plus et vous gagnerez moins ». Je suis pour qu'on travaille plus et qu'on gagne plus. Qu'est-ce qui fait le problème de compétitivité, si vous voulez qu'on aille jusqu'au bout? Ce n'est pas ce sujet, à partir du moment où on rétablit les 35 heures. C'est qu'il va falloir très rapidement, assez massivement, et sans doute l'ai-je fait trop tard, puisque ça a été voté et qu'ils l'ont annulé, transférer massivement des charges de production sur la consommation. Je le dis comme je le pense, et si j'avais un regret, tu vois, Bruno, Marc, Jean-Charles, c'est que j'aurais dû le faire certainement avant. Mais mettez-vous à ma place. En 2008, le monde s'écroule. La crise économique arrive. Est-ce que vous croyez qu'à ce moment-là, j'avais pu expliquer que pour soutenir l'économie, il fallait faire 3 points de TVA supplémentaires? Il n'en reste pas moins que la question du transfert des charges de production pour alléger vos charges sur la consommation, elle est centrale et doit être au cœur de notre projet politique. Troisièmement, sur la compétitivité. Moi, je peux accepter la différence de compétitivité avec la Chine et avec l'Inde. Je ne peux pas l'accepter avec l'Allemagne. Je ne peux pas l'accepter avec l'Espagne. Je ne peux pas l'accepter avec l'Italie. Vous parlez de l'horticulture. Il se trouve que je me suis penché sur le problème de l'horticulture, comme vous le savez, dès 1993, lorsqu'il y a eu l'affaire de la TVA sur les tulipes. C'est vrai ou pas? Voilà. L'avantage d'être très vieux et d'avoir beaucoup d'expérience, c'est que je peux épater mes copains sur la tribune en parlant de la tulipe. Vous vous souvenez sans doute que M. Charras, ministre du budget de François Mitterrand, avait accepté l'augmentation de la TVA, que les Hollandais avaient refusé, et que vous, les horticulteurs, vous vous trouviez alors face à une crise majeure. À l'époque du gouvernement de M. Balladur, je l'ai résolu. Mais ce n'est pas de ça que je voulais dire. Je ne peux pas accepter que nos amis allemands, et je suis pour la convergence avec l'Allemagne, puissent utiliser en dessous du SMIC des Turcs, des Bulgares, des Roumains, alors que les entreprises françaises confrontées au même marché sont tenues de respecter le SMIC et ne peuvent pas faire ce que leurs concurrents européens font. On est en Europe, pas pour accepter le dumping social. S'ils le font, on doit pouvoir le faire, ou si on ne peut pas le faire, ils ne peuvent pas le faire non plus. C'est la question qu'il faut poser sur la compétitivité. Et je le dis, Bruno et Jean-Charles, pour les horticulteurs, pour les petits artisans, mais pour les éleveurs, pour les abattoirs, pour toute la filière agricole, pour notamment les fruits et légumes, c'est la filière qui demande beaucoup d'emplois, c'est encore plus important. Enfin, la troisième chose, et je suis d'ailleurs du même avis que François Fillon sur ce sujet, il va falloir qu'on soit beaucoup plus volontariste sur le Code du travail. Je propose qu'à la minute où nous revenons aux responsabilités du gouvernement, nous ne laissions dans le Code du travail que les droits fondamentaux des salariés. Tout le reste, on leur envoie à la discussion dans l'entreprise, entreprise par entreprise, c'est à vous de décider dans l'entreprise ce qu'il en est. Avec ça, on retrouve des conditions minimum de compétitivité. Et enfin, il va falloir... Moi, je n'aime pas parler de la dette, et je n'aime pas parler du déficit, parce que c'est la conséquence, et ce n'est pas la cause. Ce qu'il faut, c'est parler de la dépense. S'il y a une dette, c'est parce que la dette, c'est l'addition des déficits. S'il y a un déficit, c'est parce que le déficit, c'est l'addition des dépenses. Donc arrêtons de parler de la dette et arrêtons de parler du déficit, parlons des dépenses. Il va falloir réduire structurellement, fortement nos dépenses. Parfois, on me dit, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Ah, ça, c'est la meilleure. Il faut que je vous dise, pendant 5 ans, j'étais président de la République, à longueur de journée, on me disait, fais-en moins. Tu vas trop vite. Tu en fais trop. Il n'arrive pas à te suivre. Et depuis 2 ans et demi où je me suis tué, ça va mieux maintenant que je parle. On me dit, mais pourquoi tu n'en as pas fait plus? J'ai l'impression d'avoir été à la tête de ministres qui étaient comme des étalons fougueux
Et moi, comme un notable, qui leur dit « va pas trop vite, tu en fais trop ». On n'a pas dû vivre la même histoire. Mais n'en reste pas moins. Nous avons fait le 1 sur 2 dans la fonction publique. Je suis le premier président de la République qui a supprimé 165 000 postes de fonctionnaires. On me dit, c'est pas assez? Peut-être. Il n'y en a pas un seul qui avait fait ça. Pas un. Et je pense qu'on ne peut pas aller plus loin que le 1 sur 2, et je vais m'en expliquer avec vous. Parce que si vous stoppez tout recrutement dans une administration, vous gardez que les plus âgés et pas forcément les plus compétents. Pas forcément, j'ai dit. Forcément, parce que vous avez une pyramide d'âge qui va dans un sens où toute organisation a besoin de son neuf. En revanche, alors que nous supprimions 165 000 postes de fonctionnaires au niveau de l'État, les collectivités territoriales, et je n'accuse personne, notamment celles de gauche, en ont créé autant. Il va donc falloir que nous ayons le courage de dire aux collectivités territoriales que le 1 sur 2 s'applique aussi pour eux. Problème, c'est que les collectivités territoriales n'ont aucun pouvoir dans la gestion de leur masse salariale. Donc, il va falloir imposer le 1 sur 2 dans les collectivités territoriales, mais à une condition, qu'on autorise les collectivités territoriales à parler de la durée du temps de travail dans la fonction publique territoriale et leur donner des marges de manœuvre pour la négociation salariale dans leur collectivité, alors même qu'aujourd'hui un maire, un président de conseil général ou un président de conseil régional prend 3,5 points d'augmentation de sa masse salariale avant d'avoir décidé quoi que ce soit, uniquement par le fameux GVT, glissement, vieillesse, technicité. Donc, il va falloir libérer ça en autorisant notamment des contrats de 5 ans dans la fonction publique. Il n'est pas dit que les informaticiens de telle ou telle ville doivent être informaticiens à vie. Il n'est pas dit que tout le monde doit être embauché à vie dans vos collectivités territoriales, alors même que la vie moderne d'aujourd'hui, c'est aussi la souplesse et la capacité d'adaptation. Enfin, dernier point, je souhaite que nous débattions d'une règle d'or qui nous ferait faire revenir à 50% de dépenses publiques dans la richesse nationale. Et à partir du moment où on est à 50%, le gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, aurait l'interdiction d'augmenter les impôts ou d'augmenter l'endettement. Il serait donc obligé de diminuer les dépenses. Au fond, plutôt que mon idée du bouclier fiscal qui faisait que chacun d'entre vous ne pouvait pas payer plus de 50% de ce qu'il gagnait, on ferait un bouclier de la dépense qui ferait qu'on imposerait par une règle constitutionnelle au gouvernement de la République, à partir du moment où il est à 50% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale, la réduction des dépenses en l'empêchant d'emprunter ou d'augmenter les impôts. Voilà, je vous l'ai dit très rapidement, sans doute trop rapidement, mais ce que vous devez comprendre, c'est que je pense que ça ne sert à rien de faire un programme avec 110 propositions, parce que ça veut dire 110 mesurettes. Je préfère qu'on en ait 2 ou 3, que les Français comprennent et qui soient tellement massives qu'elles créent le choc de confiance pour retrouver les voies de la croissance et de la compétitivité. Monsieur Sarkozy, vous nous expliquez que la politique d'intégration des populations immigrées est un échec. N'est-il pas temps aujourd'hui de quitter le droit du sol pour revenir au droit du sang et d'abandonner la politique du regroupement familial? Bon, c'est une question extrêmement franche. Je vais essayer de vous répondre avec la même franchise. Quand bien même vous l'abandonneriez, je vais vous en dire un mot. Ça ne changerait rien avec les 2 sources d'augmentation de l'immigration venue en France, qui sont le mariage et le regroupement familial. Le mariage étant le plus important. Qu'est-ce qu'on doit faire face à ça? Alors, premièrement, il faut que les choses soient claires entre nous. La France, par son histoire et par sa géographie, est un pays d'accueil. On a expliqué à vos grands-parents qu'ils pouvaient dormir sur leurs 2 oreilles, qu'avec la ligne Maginot, ils n'auraient pas de problème. Vous avez vu ce que ça a donné. Je ne plaiderai jamais que les choses soient claires pour une France repliée sur elle-même et fermée. Je vais même aller plus loin avec vous. De toutes les forces de mon âme, je crois que les civilisations meurent davantage de la consanguinité que du métissage. Ce qui ne va pas, c'est qu'on ne peut maîtriser aucun flux. Pourquoi? Parce que nous sommes à 12 km de l'Afrique par le détroit de Gibraltar et qu'on peut venir de l'extrême est à pied en passant la frontière entre la Turquie et la Grèce. Un chiffre
l'Afrique va passer d'1 milliard d'habitants dans 30 ans à 2,3 milliards. Le Nigeria, 180 millions d'habitants aujourd'hui, dans 30 ans, a une population supérieure à celle des États-Unis d'Amérique. Vous m'entendez? Le Nigeria aura dans 30 ans une population supérieure à 450 millions d'habitants. Face à cela, je propose une première chose. Je ne crois pas que nous puissions défendre nos frontières seuls. Je crois à l'Europe, mais je ne crois pas à la possibilité de faire évoluer le système européen. Je propose que nous fassions ce qu'a fait le général de Gaulle avec la politique agricole commune, la politique de la chaise vide. Tant que Schengen n'est pas changé de fond en comble, nous devons alors reprendre le contrôle de nos frontières. À la minute où nos partenaires sont décidés à bâtir un nouveau Schengen, à ce moment-là, nous reprenons la discussion avec eux. Quel est le nouveau Schengen? Mes chers amis, c'est très simple. Ils ont fait Schengen, mais je fais 2 remarques. La liberté de circulation en Europe, j'y crois, mais c'est la liberté de circulation en Europe pour les Européens, pas pour les gens du monde entier. On doit pouvoir dire ça sans être taxé de détester qui que ce soit. Et la deuxième chose, si vous laissez les gens librement circuler et que la France reste le pays où les prestations sociales sont les plus élevées de tous, il y a un tourisme social qui vient non pas parce qu'on veut être en France, mais parce qu'on veut profiter d'un système social que nous n'avons plus les moyens de financer. Donc le Schengen 2 doit donc être un Schengen où la condition pour y adhérer, c'est d'avoir les mêmes prestations sociales dans les pays de Schengen, les mêmes durées de rétention administrative, la même liste de pays sûrs, pour qu'ensemble, nous appliquions la même politique. Est-ce que c'est possible d'y arriver? Bien sûr, puisque les autres ont les mêmes problèmes que nous. Lorsqu'au début de cette campagne, j'ai posé la question du tourisme social, naturellement, tous les bien-pensants me sont tombés dessus. Parce que Mme Le Pen a le droit de dire ce qu'elle veut, c'est une grande personne. Si c'est nous, puis si c'est moi, alors là, c'est autre chose. Mais ça me frappe à terre. Et la Cour européenne de justice vient de décider qu'il fallait mettre un terme au tourisme social. Si la Cour européenne de justice l'a décidé, c'est donc que j'avais raison d'en parler. J'ajoute, après y avoir beaucoup réfléchi, j'ai vu les propositions de Xavier Bertrand, je pense comme lui qu'il va falloir supprimer l'aide médicale d'urgence, qui est passée en 2012 de 500 millions en 2012 à 800 millions en 2013. Alors je ne comprends pas. Il n'y a pas d'argent pour les familles, mais il y a de l'argent pour l'AME. Il n'y a pas d'argent pour les familles, mais il y a de l'argent pour embaucher 60 000 enseignants de plus, dont on se demande où ils sont passés, par ailleurs. Voilà la politique que je propose. Sur le regroupement familial, je crois que sans doute, il faudra qu'on rediscute des conditions pour le regroupement familial. Je veux dire que certainement, il va falloir les renforcer, voire les durcir. S'agissant du droit du sol et du droit du sang, je ne commencerai pas le débat sur la politique d'immigration par là. Parce que sinon, monsieur, je parle très franchement, on aboutira au sens exactement inverse de ce qu'on veut. On veut rassembler le maximum de gens pour en faire une majorité, pour obtenir des changements concrets et pouvoir maîtriser les flux migratoires. Si on attaque par ce biais-là, c'est un biais politique, quasiment idéologique, ce qui fait que le temps qu'on passera à s'affronter sur cette question, on ne le passera pas à réfléchir pragmatiquement à la meilleure façon de défendre nos frontières et de limiter le nombre de gens qui viennent dans notre pays. Voilà la réponse qui est la mienne. Vous aurez à en débattre. On votera sur le sujet. J'ai vu que certains étaient pour l'intégration. Ils ont parfaitement le droit. Moi, je suis pour l'assimilation. On débattra et vous voterez. Et par ailleurs, il faut que vous vous habituez à ça. Je solliciterai votre vote très fréquemment. Parce que je n'ai pas l'intention de conduire notre formation politique par des petits compromis entre amis. Et je vais même vous dire mieux. Je réfléchis à une formule qui permettrait de téléviser par Internet les réunions de notre bureau politique et du Parlement du parti. Comme ça, chacun dira vraiment ce qu'il pense. Monsieur le Président, bonsoir. Julien Marvel, je suis conseiller municipal de Nantes.
Petite question, parce que vous disiez qu'effectivement il faut réduire les dépenses, et je pense que et au département de Loire-Atlantique et à la région, on va s'y atteler en remportant ces deux collectivités, mais il faut aussi permettre aux entreprises de BTP d'avoir de la commande publique, de faire des investissements. On a un projet qui nous tient particulièrement à cœur dans la région, c'est l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, avec une zone de non-droit qui se développe sur site. Alors, Monsieur le Président, que faire? Parce que Jean-Marc Ayrault a véritablement plombé ce dossier. Bon, si vous me permettez, je connais le dossier, bien sûr, de l'aéroport. Que de temps perdu, que de violence, que de torrents d'approximations avons-nous entendu. Mais vraiment, quand vous semez le mensonge, vous récoltez la violence. Tout est comme ça. Il fallait faire un cadeau aux écologistes. Donc on leur a promis de réduire le parc nucléaire français de 25%. Moi, je ne comprends pas. Soit le nucléaire, c'est dangereux, dans ce cas-là, il faut le supprimer. Soit le nucléaire, ce n'est pas dangereux, dans ce cas-là, pourquoi le réduire de 25%? Uniquement pour faire plaisir aux écologistes. Je souhaite qu'un jour, nous ayons un débat sur le droit de précaution et le droit de responsabilité. Le principe de précaution et le principe de responsabilité. Moi, je pense qu'au nom du principe de précaution, on s'abstient de faire, alors qu'au nom du principe de responsabilité, on fait, mais on en assume les conséquences. Mais je vais aller plus loin que ça avec vous. Je suis très frappé, je le dis à mes amis élus, aujourd'hui, une personne qui veut empêcher de faire aura toujours plus de force par rapport à des millions de gens qui veulent le faire et réaliser. Mon Dieu, pauvre France, dans quelle situation sommes-nous? Les maires aujourd'hui ont intérêt à construire laid plutôt que prendre le risque du beau. Le H égale L, les règles d'urbanisme, avec ça on ne risquait pas d'avoir Versailles, avec ça on ne risquait pas d'avoir l'Arc de Triomphe, avec ça on ne risquait pas d'avoir la Tour Eiffel. Partout dans le monde où je voyage, je vois des projets architecturaux fantastiques, et en France, des cubes, comme si le mitage et le pavillonnaire, c'était l'alpha et l'oméga. Il y a eu un débat à l'époque de bon monsieur Delanoë, où on a posé la question, êtes-vous pour ou contre les tours? Ben moi, je suis pour les belles tours et contre les tours LED. Quand vous arrivez à New York, vous dites, vous êtes pour ou contre les tours? Quand vous allez dans la baie de Hong Kong, vous êtes pour ou contre les tours? C'est pas parce que le beau, monsieur, est subjectif qu'on doit s'interdire de parler du beau. Et je voudrais un pays qui se réconcilie avec le risque, avec le beau, avec le grand. Je n'en peux plus de voir les grands projets architecturaux à Bilbao, à Doha, à Londres, et pas en France, et pas à Paris. Je n'en peux plus de ce juridisme qui fait que la moindre association de défense peut bloquer un projet d'utilité générale pour une commune, un département, une région, une ville, un pays, uniquement parce qu'on joue que sur la peur, que sur la jalousie, que sur la médiocrité et que sur le nivellement. J'allais dire la normalité. On a tous compris que la normalité, c'est la médiocrité. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on veut pour Nantes? Fantastique capitale. Qu'elle se développe ou pas? Est-ce qu'on peut développer le tourisme? Est-ce qu'on peut développer l'économie si on n'a pas un aéroport, si on n'a pas des infrastructures? Qu'est-ce qu'on veut que soit la France demain? La France des ingénieurs, la France des chercheurs, la France des auteurs, la France des écrivains. On va être condamné à quoi? À ce que chacun soit traduit devant le tribunal administratif? Parce qu'on n'a pas respecté tel ou tel amendement? À l'arrivée, qu'est-ce qu'on a? La pauvreté, le nivellement, l'égalitarisme, la tristesse, l'absence de grands projets. Où est la période où le général de Gaulle faisait de la France l'un des pays les plus innovants du monde? Eh bien, nous, on devient le pays le plus administratif du monde. Pour le bénéfice de qui? Il y a plus de contrôleurs que d'inventeurs. Il y a plus d'empêcheurs que d'innovateurs. Je veux exactement le contraire pour notre pays. Vous voyez, dans l'aéroport dont vous me parlez, ce qui est grave, ce n'est pas tant l'aéroport en lui-même encore que, mais c'est le système de valeurs qu'il y a derrière. De la même façon, allez, ce n'est pas du tout votre question, mais ça sera totalement ma réponse.
de la même façon qu'on n'en peut plus de leur religion, de la transparence absolue. C'est exactement le contraire de la République. Et un jour, on cloue au pilori les notaires, les pharmaciens, on aligne leurs revenus prétendus ou supposés pour qu'ils soient bien détestés. Un autre jour, cher Bruno, c'est un parlementaire dont on sort la feuille d'impôt en bafouant tous les principes républicains de la présomption d'innocence pour qu'il soit détesté, pour qu'il soit dénoncé. L'autre jour, dans les émissions de talk-show, on parle de la vie privée des gens, de leur vie sexuelle, mais on n'en peut plus de la sexualité dans le débat public. La sexualité, c'est la vie privée, c'est pas la vie publique. Laissez-nous tranquilles avec cela. Ce n'est pas notre problème, ça ne nous intéresse pas. Voilà la réalité. Bon, et à côté de ça, moi, j'aimais l'époque où les intellectuels chrétiens venaient parler, des intellectuels de toute origine parlaient. Maintenant, c'est le rôle des experts. Voilà. Ah là, vous êtes tranquille. Quand vous voyez un expert, vous êtes sûr qu'il ne faut pas lui ressembler. Parce que s'il était si expert que ça en économie, pourquoi il n'a pas fait son entreprise? S'il était si expert que ça en politique, pourquoi il ne s'est pas présenté aux élections? Et s'il était si expert que ça dans la critique du cinéma ou du théâtre, pourquoi il n'écrit pas un film ou une pièce de théâtre? On n'en peut plus non plus de cela. Voilà. Ce n'était pas exactement votre question, je le reconnais bien volontiers. Mais si vous saviez comme ça m'a fait plaisir. Et moi, je vais vous dire, y compris les gens qui n'ont pas mes idées, je respecte ceux qui s'engagent dans la politique. Et je préférerais toujours celui qui s'engage plutôt que celui qui reste chez lui. Parce que je sais ce que c'est qu'être battu en politique. Parce que je sais ce que c'est que mettre un genou à terre. Parce que quand on a un échec dans un combat politique, ce n'est pas simplement un échec professionnel, c'est toute sa personne qui est mise en cause. C'est noble, c'est digne. Et moi, j'aurais toujours plus de respect pour celui qui s'engage plutôt que pour celui qui reste au bord de la rive, en regardant l'autre, en train de se débattre pour éviter de se noyer. Voilà les valeurs qui sont les miennes. Et j'aimerais tellement que ça soit aussi les vôtres. Et à nos jeunes qui partent tellement aujourd'hui, j'aimerais tellement qu'on puisse leur dire que l'échec, ce n'est pas un problème, que le problème, c'est de rien tenter, que le problème, c'est de rien faire de sa vie. Vous savez, tous nos enfants sont différents, même avec le même sang. Vous voyez qu'ils sont différents de vous? Vous voyez qu'ils sont différents de leurs frères et de leurs sœurs? Eh bien, moi, j'aimerais tellement qu'on leur dise que la société qu'on va créer, nous, ensemble, c'est une société où on ne demandera pas à nos enfants de ressembler à ce que l'État veut qu'ils soient. C'est une société qui ne leur demandera pas de ressembler à un modèle, mais de ressembler à ce qu'ils sont eux. Moi, je connais des gens qui sont hyperactifs. J'en connais d'autres qui sont hyper contemplatifs. Mais que l'hyperactif puisse être actif, que le contemplatif puisse être contemplatif. Et au fond, la différence essentielle entre la gauche et nous, je vais vous la livrer, la clé de lecture. Elle est là. Moi, je vois dans toute différence une richesse. Ils voient dans toute différence une injustice. Le jour de la journée de la femme, pour eux, les pauvres, c'est tellement magnifique d'être une femme. Et bien, le jour de la journée de la femme, comme ils pensent que c'est une injustice d'être une femme, ben, ils mettent des jupes aux garçons. Et dans le fond, si vous étiez tous en retard, il n'y aurait plus d'injustice, puisque personne n'est à l'heure. Mais le jour où en France, il n'y aura plus que des gens au chômage, des gens sans formation, des gens qui ne veulent pas réussir, qui ne veulent pas innover, qui ne veulent pas travailler, qu'est-ce qu'elle deviendra, la France? Quand on a la chance d'avoir Bill Gates ou Steve Jobs, qu'est-ce que ça peut me faire, ce qu'ils gagnent et l'étendue de leur richesse? Ce qui compte, c'est l'étendue des emplois qu'ils ont créés, c'est leur participation à la croissance. C'est ça qui compte. Tant mieux. Et tant mieux pour les États-Unis d'avoir des gens de cette nature. Monsieur, il n'est pas déçu de m'avoir posé cette question. Hein? Pardon, excusez-moi, je me suis laissé entraîner. Bonsoir, Monsieur Sarkozy. Ô combien je vous rejoins sur la motivation et sur le développement de la France. Tout à l'heure, vous n'avez pas répondu très précisément sur le rôle des 35 heures et vous avez parlé de fiscalité, notamment avec les heures supplémentaires. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas une réforme structurelle du coût du travail en France et de réelles économies, notamment aussi dans les domaines politiques, ne serait-ce que la communauté de communes qui démultiplie les coûts de ce que font déjà au niveau de certaines communes? Il n'y a-t-il pas des économies à faire? Je suis simplement chef d'entreprise d'un tout petit restaurant. On me demande d'être pragmatique tous les jours, de faire des économies tous les jours. Qu'en est-il de votre côté? Bon, d'abord, sur les 35 heures elles-mêmes, il y a une chose que je n'ai pas dit, c'est que
dans mon esprit, je crois qu'il faut qu'on se mette d'accord sur un système où les entreprises qui voudraient sortir des 35 heures puissent le faire et que celles qui voudraient y rester puissent y rester. On ne va pas remplacer l'idéologie des 35 par l'idéologie de ceux qui sont contre. S'agissant des structures, monsieur, vous avez tout à fait raison, mais là, c'est un exemple de plus où je ne comprends pas monsieur Hollande. Il faut dire que j'ai du mal. Il faut dire que je ne suis pas extrêmement bien disposé. Mais franchement, nous avions fait voter le conseiller territorial. C'était fait. J'avais eu d'ailleurs bien du mal à convaincre mes amis. Ça, c'est vrai, oui, ça, c'est sûr. Et que maintenant, ils sont tous convaincus et enthousiastes. Bon. Mais c'est le rôle du chef aussi, d'essayer de voir plus loin et avant. Ils n'avaient qu'à garder le conseiller territorial. Parce que pour moi, la question n'est pas la fusion du département et de la région. Je veux que vous gardiez vos départements administrativement et culturellement et vos régions. Moi, je veux la fusion du conseil général et du conseil régional. C'est tout à fait différent. Mais si vous voulez continuer à habiter en Maine-et-Loire, je ne vois pas ce que ça coûte d'avoir comme dénomination administrative et culturelle les départements qui remontent à Napoléon. En revanche, je veux la fusion des deux entités, conseil régional et conseil général. Mais je ne crois pas, je vous le dis, qu'on puisse à la fois fusionner conseil général et conseil régional, comme nous l'avions fait, et fusionner des régions, même si vous êtes passé à côté, tout simplement parce que M. Le Drian voulait garder son prix carré. Ça revient à ça. Et donc, je ne crois pas qu'en faisant les deux, on puisse tenir. Donc, moi, je le dis, je ne suis pas engagé par le découpage administratif que fait M. Hollande pour faire plaisir aux différents courants du Parti socialiste. Donc, nous reviendrons au conseil territorial, nous fusionnerons conseils généraux et conseils régionaux, et si les régions veulent fusionner ensemble, elles le décideront, mais ce n'est certainement pas à l'État de décider d'un coup de plume, uniquement parce que le Parti socialiste avait besoin d'un accord d'état-major, de qui doit être avec qui. Allez parler à l'Alsace de la possibilité d'être jumelé avec la Champagne, et vous m'en direz des nouvelles. Et c'est vrai que les communautés de communes, et c'est vrai que l'ensemble de l'intercommunalité a généré beaucoup de dépenses. Madame Aubry, à Lille, a quelque chose comme 22 vice-présidents. Ce n'est pas raisonnable. Il faudra très certainement que nous allions beaucoup plus loin et beaucoup plus vite en la matière. Alors, comment on va le faire? Je voudrais vous dire que moi, je crois à la nécessité du référendum. Parce qu'il y en a beaucoup, y compris dans cette salle, qui se disent, est-ce qu'ils le feront? Et moi, quand vous dites ça, c'est un peu injuste pour moi, mais c'est comme ça, c'est ce que vous pensez. Mais quand même, c'est la première fois, j'étais 5 ans président de la République, je n'ai jamais retiré un texte devant la rue, je n'ai jamais cédé, et je n'ai pas de sang sur les mains. Mais je n'ai pas eu le CIP, je n'ai pas eu le CPE, je n'ai pas eu la loi Fallot, je n'ai pas eu l'école libre. Je n'ai pas eu ces grandes manifestations où, quand un ministre disait l'autonomie des universités, le ministre était renvoyé. J'avais promis le service minimum dans le transport en commun, on n'a pas reculé. J'avais promis l'autonomie des universités, on n'a pas reculé. J'avais promis la suppression des droits de succession, on n'a pas reculé. J'avais promis la réforme des retraites, y compris des régimes spéciaux, on n'a pas reculé, malgré la crise. Par ailleurs, on a mis en œuvre le programme de 2007. Bien sûr que sur certains sujets, je souhaiterais aller plus loin. Mais il y a parfois une injustice en disant, Jean-Charles me le rappelait tout à l'heure, il y a certains d'entre vous qui disent, pourquoi tu ne l'as pas fait? J'ai mis en œuvre le programme de 2007, y compris sur le bouclier fiscal, et je me suis retrouvé tout seul. Qui l'a défendu? Qui, à ce moment-là, lorsque je vous avais promis, vous ne payerez pas plus d'impôts du 1er janvier au 30 juin, et après c'est pour vous, quand on l'a fait et qu'il y a eu la querelle du cadeau aux riches, qui m'a défendu? Donc, mes chers amis, j'accepte bien volontiers qu'on aurait dû aller encore plus loin sur l'insécurité, mais j'avais promis les peines planchées, je l'ai fait. J'avais promis les jurés populaires dans les tribunaux correctionnels, nous l'avons fait. Et si un jour, vous êtes près de 2000 dans cette salle, y en a-t-il un seul qui peut dire qu'il m'a vu reculer devant la rue? Quand il y a eu les occupations d'université, quand il y a eu les bagarres pour la réforme du régime de retraite de la SNCF, je n'ai jamais reculé. Donc, bien sûr que si c'était à refaire, il y a des choses que je ferais mieux. Puis il y a peut-être des gens que je choisirais mieux. C'est vrai. Vous savez, pour moi,
y compris dans votre région, je ne cite pas de nom. Mais quand j'ai vu, une semaine après l'élection, une ministre qui avait tant fait pour rester dans mon gouvernement, aller à la télévision dire « Si vous savez comme il m'a mis mal à la tête, ben, il aurait fallu me le dire avant. J'aurais fait ce qu'il fallait. » C'est pour ça que ça me fait plaisir d'être venu. On peut à un moment dire les choses. Donc je pense qu'il fallait aller plus loin sur l'immigration, mais souvenez-vous du discours de Grenoble, où un grand journal m'a traité du voyou de la République. Souvenez-vous, qui m'a défendu? Vous étiez là, nombreux dans les salles. Mais qui était prêt à défendre? Quand j'ai parlé du problème des Roms, je ne dis pas que j'avais raison sur tout. Et quand je vois ce que fait, ou plutôt ce que ne fait pas le Premier ministre, mais ce qu'il dit, il y a 2 poids et 2 mesures. Donc, mes chers amis, croyez-moi, j'ai bien retenu la leçon. On fera plus rapidement. Mais vous jouerez un rôle plus important. Parce que maintenant, j'ai appris une chose, c'est que c'est sur vous qu'on peut compter, et sur personne d'autre. Peut-être une ou 2 dernières questions. Monsieur le Président, nous ne sommes pas loin de Saint-Nazaire. Il y a 2 bateaux qui sont le fleuron de la technologie française. Et que pensez-vous de cette question en particulier? Et l'embargo vis-à-vis de la Russie a-t-il un sens pour nos entreprises? Bon, vous savez, Saint-Nazaire et les chantiers de l'Atlantique, je m'y suis rendu, je crois, 14 fois. Et pas toujours dans des circonstances drôles. Notamment quand il y avait eu l'accident du Queen Mary, avec les cercueils de ces malheureux ouverts et les familles autour des cercueils. Jamais je l'oublierai. Moi, je suis lié à Saint-Nazaire et à ces gens parce que je n'ai pas oublié leur dignité. Je me suis battu de toutes mes forces pour sauver les chantiers de Saint-Nazaire. Et quand je vois ce qu'on fait aujourd'hui d'Alstom, ça me fait mal. Les chantiers de Saint-Nazaire, c'est des décennies de savoir-faire. En quelques semaines, on peut tout mettre par terre. La France a donné sa parole qu'elle devait livrer ses 2 Mistral. La France doit respecter sa parole ou elle n'est plus la France. J'ajoute que je ne vois pas une seule décision d'une instance internationale comme le Conseil de sécurité qui nous enjoint de ne pas le faire. La deuxième chose que je veux dire, mais le monde n'a pas des vrais problèmes qu'il faille rentrer en guerre froide avec la Russie. Le problème pour moi, c'est quand je vois ces bandes de barbares qui égorgent des pauvres gens au mépris de toutes les règles de l'humanité. Ils font honte à l'humanité, ces barbares. Ce sont eux les ennemis de l'humanité, pas la Russie, avec qui nous avons un pacte séculaire, historique, géographique, culturel et politique. Enfin, est-ce à dire que M. Poutine fait tout bien? Certes non, mais je ne comprends pas. Si on a quelque chose à reprocher à M. Poutine, et j'ai des choses à lui dire, qu'on aille le voir, qu'on discute avec lui. Quand il s'était mis en tête de rentrer en Géorgie, c'était le 8 août 2008, je me suis précipité à Moscou et à Tbilissi. Et je lui dis, il faut arrêter, et on les a arrêtés. Ce qu'il fait avec l'Ukraine n'est pas raisonnable, mais il faut lui parler, il est capable d'entendre. Enfin, souvenez-vous qu'avec Mme Merkel, nous nous sommes opposés à l'entrée de l'Ukraine en Europe et dans l'OTAN. On serait bien aujourd'hui avec l'Ukraine dans l'OTAN pour la paix dans le monde. Ça serait bien. L'Ukraine est un pays de 42 millions d'habitants. Le tiers des Ukrainiens sont des russophones. Si on pousse l'Ukraine à choisir un camp européen ou russe, on pousse à l'explosion de l'Ukraine. Donc il faut dire à M. Poutine d'arrêter, il faut discuter avec lui. Quand j'ai entendu François Hollande l'autre jour à la télévision dire qu'il avait des contacts indirects avec M. Poutine, ça veut dire que l'ambassadeur de Russie en France avait accepté de lui parler? Ça fait de la peine. Et pendant qu'on y est,
Pendant qu'on y est, vous vous souvenez que je m'étais opposé à l'entrée de la Turquie en Europe. M. Hollande était pour, et même M. Chirac était pour. Je me suis opposé tout seul. Aujourd'hui, mes chers amis, où en serait l'Europe si la Turquie était en Europe? Bonsoir, Monsieur Sarkozy. Alexis Grillet, ancien responsable de l'UNI à Nantes. Donc, j'ai fait votre campagne. Et je souhaiterais simplement vous poser une question sur la suppression des bourses au mérite. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Mais c'est un scandale. C'est aussi stupide de supprimer les bourses au mérite que de supprimer le classement, que de supprimer le redoublement et que de supprimer les notes. Autant supprimer l'école, les professeurs, les valeurs. Restons tous chez nous, dans un immense 1968, où on recommencerait à dire qu'il est interdit d'interdire. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on supprime les bourses au mérite? C'est toute la République, le mérite. La République, c'est quoi? C'est l'histoire du petit garçon qui n'a rien et qui peut devenir un président de la République, qui peut devenir un chef d'entreprise au nom du mérite. Le mérite, c'est la chose la plus importante qui soit, parce que c'est la part de liberté de l'homme. C'est la part de l'homme qui est en lui. Tu as des atouts, tu as des faiblesses. Essaye de maximiser tes atouts, de corriger tes faiblesses, et le mérite te vaudra une récompense. Le travail, le mérite, la récompense, c'est tout ce à quoi je crois. C'est pour ça que je veux la République et pas simplement la démocratie. Dans une démocratie, qu'une dame arrive en burqa sur la plage, c'est son choix. Dans une République, non. Parce que dans une République, on n'accepte pas que la femme soit asservie par un vêtement quel qu'il soit. Dans une démocratie, chacun paye l'école que ses parents peuvent payer. Dans une République, non. On ne parle pas de ce qu'on peut payer. On parle de chaque enfant qui a le droit, par son mérite et par son travail, de s'élever. Dans une démocratie, on vous demande votre carte de crédit avant de vous opérer. Dans la République, non. On voit d'abord le citoyen et l'être humain avant de voir la carte bleue. C'est pour ça que je veux la République et la démocratie, et pas la démocratie seule. C'est tout ce à quoi on croit qui sont en train de mettre par terre. Peut-être une dernière question. C'est mon tour? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le Président. C'est un honneur de pouvoir vous poser une question. J'ai une question simple et très terre à terre. C'est les pires. J'ai lu récemment que donc à Flamanville, donc le groupe dans le BTP, il y avait 600 et quelques salariés étrangers, portugais pour ne pas les citer, européens certes. Il est bizarre qu'avec 5 millions de chômeurs, on ait 600 salariés à temps plein depuis des années sur ce site pour construire une centrale nucléaire. J'aimerais savoir si vous trouvez ça normal. Bon, pour être clair, moi je suis européen, je crois à l'Europe. Donc que des Européens viennent travailler en France n'est pas un problème à partir du moment où des Français peuvent aller travailler dans les mêmes conditions dans les autres pays européens. Ce qui ne me va pas, et je l'ai dit il y a quelques instants, c'est qu'au nom de l'Europe, on puisse faire du dumping social. C'est-à-dire que les règles de rémunération ne sont pas... Si ces Portugais sont payés le même prix, dans les mêmes conditions que des Français, je n'ai pas de problème. Si c'est pour les embaucher à des tarifs et à des conditions sociales inférieures, là, j'ai un problème. On n'a pas fait l'Europe pour le dumping social. Et la question que je souhaite poser, notamment à nos partenaires allemands, parce que la base de tout, au fond de ce que vous avez au fond du cœur, est-ce qu'il y a encore des marges de manœuvre? Au fond, derrière toutes les questions posées, la vraie question, elle est celle des marges de manœuvre. Si je résume tout pour conclure, eh bien les marges de manœuvre, je vais essayer de vous expliquer comment on va les trouver. Je pense que la seule marge de manœuvre, c'est de nous rapprocher de nos partenaires allemands. Et de dire avec l'Allemagne, voilà, on a des avantages, on a des inconvénients. On va désidéologiser le débat fiscal français. On va essayer de créer une grande zone économique à fiscalité convergente au cœur de l'Europe. Et on va prendre le pouvoir dans la zone euro, puisque l'Allemagne et la France, c'est 50% du PIB de la zone euro. Et la discussion sur la politique économique, elle va faire entre la France, l'Allemagne et le président de la Banque centrale européenne, et non pas entre le président de la Banque centrale européenne et le système à Bruxelles, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de personnalité et qui n'a pas d'autorité. À partir de ce moment-là, on retrouve une marge de manœuvre. Parce qu'on retrouve une marge de manœuvre, pourquoi? Parce qu'avec nos partenaires,
Nous posons au bon niveau la question, comment retrouve-t-on de la croissance? Qui est la seule question que nous devons poser. On va la retrouver par le progrès technique, par l'investissement, et c'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas qu'on parle que de dette. Parce que la dette pour payer des dépenses de fonctionnement, c'est mal, mais la dette pour investir, c'est bien. Qu'est-ce qui va reprocher à un jeune couple de s'endetter pour acheter son logement? Bien sûr qu'on va lui reprocher de s'endetter pour payer ses dépenses de fonctionnement. Donc je pense qu'il faut créer un noyau dur au cœur de l'Europe, prendre le pouvoir dans la zone euro, imposer une politique économique à la zone euro, moderniser la France, investir dans la France, mobiliser la formation française avec nos partenaires et partir à la conquête du monde. Il nous faut réinventer un système. Et ça sera ma conclusion. Et peut-être le grand débat entre nous. Il y a ceux qui pensent qu'on peut aménager le système. Moi, je pense qu'il faut changer de système. Parce que le système est à bout de souffle. Parce qu'à l'intérieur du système, on ne mettra que des rustines. Parce qu'à l'intérieur du système, on va finir par avoir une majorité de Français qui vont décrocher de la République, qui n'écouteront plus rien, qui n'entendront plus rien et qui ne seront que dans la colère et le refus. Il faut retrouver des marges de manœuvre par ce volontarisme avec nos partenaires européens. Donc moi, je ne veux pas partir en guerre avec nos voisins européens. Je veux au contraire vous faire comprendre qu'il y a maintenant 2 Europes et pas une seule, l'Europe de l'euro, main dans la main avec nos partenaires allemands, et l'Europe des 28, dont il faudra supprimer 50% des compétences communautaires pour les rendre aux États. Voilà la situation, et voilà comment on va retrouver des marges de manœuvre. Alors, on aura ce débat tout au long des semaines qui viennent. Mes chers amis, avant de vous quitter, permettez-moi de vous parler encore plus franchement. J'ai fait un choix extrêmement engageant pour moi, le choix de revenir. Ce n'est pas un choix pour prendre ma revanche, je n'ai de revanche à prendre à personne. Je m'appelle Sarkozy, je vous ai raconté l'anecdote de Boulogne. Si j'avais su qu'un jour je serais président de la République, quel honneur. Et pour moi, quant à la mutualité, le 6 mai 2012, j'ai remercié les Français, je vous prie de croire que j'étais sincère. Si je me réengage, c'est pour me réengager à 200%. Ce n'est pas pour me réengager la moitié de la semaine, totalement. Parce qu'au fond, je me suis dit, avec tout ce que la France t'a donné, tout ce que la République t'a donné, le minimum que tu puisses faire, c'est de rendre à la France et à la République ce qu'elle t'a donné. Si vous saviez, comme je pense, que je dois à la République et à mon pays, mais vous individuellement, je ne suis pas sûr que vous mesuriez l'importance de votre vote. Il faut que vous compreniez une chose. La totalité de la France va vous regarder. Votre mobilisation, le niveau de la participation, le score que vous allez me réserver, la force et la légitimité que vous allez m'apporter. Plus vous serez nombreux à voter, plus vous serez nombreux à me faire confiance, plus je serai fort et légitime pour porter le discours qui est le vôtre. Merci de le comprendre.